Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Ça faisait longtemps que j'avais pas réalisé un épisode du Petit Podcast et ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé un projet sur cette chaîne tout court. En effet, je me suis rendu en Irlande quelques temps pour prendre des vacances un petit peu forcées pour être honnête, puisque j'avais prévu d'enregistrer des podcasts, de réaliser des vidéos là-bas, mais le souci c'est que au moment du départ, j'ai oublié mon micro. Voilà, c'était un petit peu ballot. Mais maintenant, je suis de retour, plus fort que jamais, j'ai réussi à voir 28 films en Irlande et je compte bien vous parler de quelques-uns sur cette chaîne. À commencer par Princess Bride ou The Princess Bride, j'ai toujours cru que ça s'appelait simplement Princess Bride, mais ce n'est absolument pas le cas, donc on va respecter le film d'entrée de jeu. Aujourd'hui, il va être question de The Princess Bride dans une première partie, et dans la deuxième partie, il sera question du nouveau trailer de Wicked Part 2, à savoir Wicked for Good. Bienvenue dans le Petit Podcast, et bonne écoute. The Princess Bride est sorti le 9 mars 1988 dans nos salles obscures, il dure 1h38 minutes, c'est de l'aventure, du fantastique et c'est réalisé par nul autre que Rob Reiner. Rob Reiner qu'on connaît également pour avoir réalisé Stand By Me, Quand Harry rencontre Sally ou encore Misery. Au scénario nous retrouvons William Goldman et d'ailleurs le long métrage est d'après l'œuvre de William Goldman. Au casting nous retrouvons Carrie Elwes dans le rôle de Wesley, Robin Wright dans le rôle de Bouton d'Or, Christopher Guest dans le rôle du comte Rugen, Mandy Patinkin, je sais pas si ça se prononce comme ça, j'espère ne pas avoir écorché son nom de famille, dans le rôle de Inigo Montoya, ou encore André the Giant dans le rôle de Fezzik, et Peter Falk dans le rôle du grand-père Peter Falk, notre Colombo éternel. Et alors, mes sacrés Illustros, que nous raconte ce fameux The Princess Bride ? Pour divertir son petit-fils, alité pour une mauvaise grippe, un homme commence à lui raconter une histoire qu'il a entendue souvent au cours de son enfance, celle de la princesse Bouton d'Or. Après la mort de son fiancé Wesley, assassiné par des bandits, la belle jure de ne plus jamais aimer personne, jusqu'au jour où, 5 ans après cette tragédie, elle finit par accepter d'épouser le prince Humperdinck. 3 hommes organisent alors l'enlèvement de Bouton d'Or, un bretteur espagnol en quête de vengeance et un géant mené par un nain astucieux. Mais un homme masqué les met en échec et s'enfuit avec la princesse. Amour, action et fantaisie sont au rendez-vous de cet excellent divertissement. Et alors, pourquoi j'ai dit ce fameux The Princess Bride ? Eh bien, pour la simple et bonne raison, je pense que vous le savez déjà, mais que The Princess Bride est un long métrage qui a atteint un certain statut culte, de par le fait qu'il est extrêmement apprécié. Et je sais pas vous les Illustros, mais moi je me suis fait piéger trop souvent par les films dits cultes, dits extrêmement appréciés. Il y en a plein que j'ai découvert et je me suis dit, oh là là, c'est pas très bien, ou alors oh là là, qu'est-ce que c'est daté. Et là, miracle, pour The Princess Bride, ce n'est absolument pas le cas. J'y allais avec une certaine inquiétude, et au final, quand le long métrage s'est terminé, j'ai ressenti une profonde solitude, tellement je m'étais attaché à cet univers, à ces personnages. Quand je regardais le long métrage, j'ai tout d'abord noté à quel point il n'avait pas vieilli, que ça soit en termes de fond ou de forme. Là, je vais plus me pencher sur la forme du film. Pourquoi The Princess Bride n'a pas vieilli ou alors a extrêmement peu vieilli ? Parce que, Dieu que les décors et ce qu'ils contiennent, ainsi que les costumes et leurs textures, sont extrêmement bien travaillés tout du long. Quand tu regardes The Princess Bride, tu as vraiment l'impression d'avoir voyagé dans le temps, d'être plongé dans le Moyen-Âge. Aspect d'ailleurs étonnant, puisque quand on regarde The Princess Bride, on pourrait s'attendre, vu l'histoire du film, c'est un petit peu un conte de fées, un conte de princesse, on pourrait s'attendre à un aspect kitsch des décors, des costumes, du fond derrière les personnages. Mais ça n'est jamais le cas. Je trouve ce choix de réalisme, de concret, aussi étonnant que plaisant. Cela n'empêche pas non plus le film de temps en temps plonger dans une certaine volonté de fantastique. En témoigne la scène dans les bois avec ces créatures
que je ne vais pas spécialement décrire pour ceux ou celles qui n'ont pas encore vu le long métrage, vous aurez la surprise comme ça. Il est sympa, illustre connu quand même. Il y a donc toute une séquence avec des créatures qui n'existent pas dans notre monde à nous. Et la manière dont ces créatures ont été designées et animé entre guillemets, puisque j'ai l'impression que c'est un mélange entre des marionnettes et des êtres humains dans un costume. Le rendu est absolument dingue, il n'a pas pris une ride. The Princess Bride, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vu, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un long métrage qui redouble d'intelligence créative en permanence, que ça soit dans sa forme, mais également dans son fond. J'appellerais The Princess Bride l'anti les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams. C'est-à-dire que dans les nouvelles aventures d'Aladin, il y avait cette narration absolument insupportable. Il y avait ces gosses qui écoutaient l'histoire d'Aladin et qui, en permanence, selon leur bon vouloir, pouvaient changer des éléments du récit et notamment enlever toute conséquence à ce dernier. Ce qui était, encore une fois, je le dis, insupportable parce que ça enlevait le spectateur ou la spectatrice émotionnellement du récit des nouvelles aventures d'Aladin. Après, il n'y a pas que ça qui ne va pas dans les nouvelles aventures d'Aladin, hein, soyons d'accord. Et là, c'est exactement l'inverse, et qu'est-ce que ça fait plaisir? C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va reprendre le même schéma, c'est-à-dire un grand-père qui va lire une histoire à son petit-fils. Et bien entendu que son petit-fils, durant le long-métrage, va réagir aux éléments de l'histoire que lui lit son grand-père. Sauf que, et c'est là que c'est pertinent, malin, ludique et une certaine forme d'éducation pour les jeunes spectateurs ou spectatrices qui vont découvrir The Princess Bride, quand le gamin va réagir à des éléments de l'histoire et va vouloir annuler ces derniers, son grand-père va tout simplement lui répondre « Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe, que ça soit dans les histoires ou dans la vie, par moment il va y avoir des conséquences qu'on ne souhaitait pas voir venir, mais qui vont tout de même arriver. Et il va falloir les vivre, il va falloir se relever de ces conséquences-là pour mieux avancer par la suite. Et c'est vachement appréciable, parce que au-delà de cette leçon qui est très bonne et qui devrait être, selon moi, bien plus présente dans les longs métrages actuels destinés à un jeune public, The Princess Bride, c'est un film qui va de temps en temps, au travers du grand-père qui raconte cette histoire à son petit-fils, laisser des zones de flou, laisser des zones d'incompréhension. Mais c'est un long métrage qui te dit, ce n'est pas grave si parfois tu ne comprends pas, si tu n'as pas toutes les clés. Au contraire, le fait que tu vas réfléchir, développer un esprit critique, développer ton esprit créatif, c'est ça qui compte. Et je trouve ça génial, les films qui encouragent cela. Et ce que je trouve génial, une nouvelle fois avec The Princess Bride, c'est qu'il va également initier toute une partie d'un jeune public à un humour très Monty Python. Mais c'est pas non plus du plagiat vain, c'est-à-dire que les Monty Python, c'est beaucoup de gags écrits, mais également et surtout beaucoup de gags visuels. Et là, on va plus être dans l'art du gag par l'écrit, par les dialogues extrêmement ciselés, délivrés parfaitement par les comédiens. Oui, parce que, parlons-en, les comédiens et comédiennes sont absolument brillants de bout en bout, surtout Mandy Patinkin, ou Patinkin, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, dans le rôle de Inigo Montoya. Qu'est-ce qu'il est drôle, toute l'histoire avec son père qui s'est fait assassiner par quelqu'un qui avait 6 doigts. Qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que les répliques sont lâchées à la perfection en termes de timing. Je pense que je vais découvrir très prochainement d'autres œuvres dans lesquelles a joué cet acteur. Peter Falk ou encore Robin Wright, c'est des choix de casting absolument parfaits. Et puis je vais revenir un petit peu sur la forme du long métrage. En plus des décors et des costumes qui sont absolument dingos, j'aime beaucoup la façon dont Rob Reiner apporte une grandeur constante à ses cadres. C'est véritablement un univers qui, par sa plastique, constamment respire. On essaye de choper un détail, un élément en haut à gauche, en bas à droite du cadre, un détail, un élément qui va être important pour la compréhension du récit ou tout simplement pour la mise en œuvre de la vie de cet univers. Ça fait tellement plaisir de retrouver une grandeur aussi intelligente au cadre, une grandeur qui se perd de plus en plus, selon moi, sans vouloir être boomer, dans les longs métrages à grand spectacle actuellement. Alors après, The Princess Bride, je ne pense pas que c'était un long métrage dit à grand spectacle à l'époque, peut-être que je me fourvoie, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Mais donc voilà, The Princess Bride, quelle belle surprise! C'est un long métrage dit culte qui ne m'a absolument pas déçu. Je pense même qu'il est rentré dans le top 100 de mes films préférés, tellement il est d'une intelligence folle, que ça soit dans son fond, dans sa forme, dans la trajectoire de ses personnages ou encore dans son humour, tellement il est ludique. J'adore ce film. Voilà, j'adore ce film, mais je pense que vous l'avez très bien compris. Et enfin, ça m'a fait vraiment très
plaisir et ça m'a même un petit peu ému de voir pour la première fois à l'écran en tant qu'acteur André the Giant qui est malheureusement décédé et qui a eu une histoire de vie absolument passionnante. J'avoue que j'ai découvert son histoire par la vidéo de Squeezie. Et donc voilà les Illustros, The Princess Bride, c'est un long métrage que j'affectionne tout particulièrement et que je vous conseille extrêmement fortement de découvrir. Il est disponible avec l'offre Filmo TV sur Amazon Prime. Je ne suis absolument pas payé pour dire ça, juste je tiens à ce que vous sachiez où est-ce que vous pouvez le voir. Et maintenant on va passer à... Oh, 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 oh. Voilà, c'était absolument affreux pour vos oreilles, pour les miennes également. Bref, on passe à Wicked partout. Alors, Wicked et moi, c'est une longue histoire. Pour ceux ou celles qui écoutent le petit podcast depuis un bon moment déjà, vous vous souvenez sûrement de ma review du premier film, où je disais, quand même, Wicked, tout cet emballement autour du film, ce n'est absolument pas justifié, parce que c'est vraiment pas ouf, c'est long pour rien, et j'ai revu le film, et je l'adore maintenant. Oui, peut-être que vous trouvez que je suis une gigantesque fraude. Mais écoutez, c'était annoncé dès la première vidéo de ma chaîne où j'ai dit que Star Wars 8 était selon moi le meilleur Star Wars. Et je pense toujours cela. S'il vous plaît, rangez vos couteaux, rangez vos flingues, ça ne sert à rien. Donc oui, j'ai revu Wicked et cette fois-ci je l'ai adoré. Cela n'empêche pas que je trouve que le long métrage comporte toujours énormément de défauts, visuels ou encore en termes de narration. Et qu'est-ce que c'est long ? Ça, je n'ai pas changé d'avis. Qu'est-ce que c'est long, Wicked, pour pas forcément grand-chose. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi, du coup, Illustre Connu, il l'a adoré au deuxième visionnage ? Eh bien, parce que je suis tombé fou amoureux de l'univers, je suis tombé fou amoureux des personnages, de leur trajectoire, de leurs chansons. Voilà, quand j'ai revu Wicked, c'était plus fort que moi, je pouvais plus me mentir à moi-même, j'étais extrêmement ému par tout cela, mais également par le jeu des comédiens, des comédiennes, que je trouve sacrément honnête, sacrément à fond, sacrément émouvant. Et j'ai pas arrêté d'écouter les chansons du film pendant un mois après mon revisionnage. Bref. Maintenant arrive dans nos salles en novembre Wicked Part 2 ou Wicked for Good ou Wicked Partie 2 en français. Mettez-vous d'accord sur un titre. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de perdre les gens, mettez-vous d'accord sur un titre, merci. Et ce fameux premier trailer de Wicked for Good, moi j'aime bien ce titre, donc je vais l'appeler Wicked for Good, m'a plutôt rassuré. Après, j'ai toujours quelques petites inquiétudes. Désolé, je nique l'ambiance, mais c'est comme ça. Alors, ça m'a rassuré premièrement parce que je trouve que les effets visuels ont l'air de meilleure qualité. Parce que dans Wicked Partie 1, il y avait des fonds verts sacrément dégueulasses qui pouvaient s'apercevoir dès les premières bandes annonces. Ce qui me rassure également, c'est que j'ai l'impression que ce que souhaite te transmettre ce trailer, c'est que on va aller directement dans le dur. Voilà, on va pas passer par 4 chemins comme dans le premier, où sur les 4 chemins, il y en avait 2 qui étaient absolument pas indispensables. J'ai l'impression que ce trailer sonne comme... Voilà, on a enfin adapté Wicked au cinéma, on vous a fait sacrément plaisir les fans dans le premier long métrage en rajoutant des tétraquesses. Maintenant qu'on est au deuxième, eh bien on va foncer tout droit puisque l'univers et les personnages ainsi que leur trajectoire ont été longuement posés et travaillés dans le premier. Après, je dis ça, mais à voir combien de temps dure ce deuxième opus. C'est-à-dire que si le deuxième opus dure 2h10, 2h20, je continuerai à être rassuré. Si le deuxième opus, il dure 2h45 également, là, je vais commencer à m'inquiéter, les cocos. Et d'ailleurs, pour continuer sur les inquiétudes, pourquoi c'est toujours aussi peu coloré ? On parle de l'univers du magicien d'Oz. Tout le monde a parlé du fait que le premier opus n'était pas assez coloré. Qu'est-ce que vous attendez pour réviser votre étalonnage ? Cette démarche visuelle entamée par le premier opus, je ne la comprends pas. Vraiment, je ne la comprends pas. Après, c'est le premier trailer. On peut imaginer que l'étalonnage va être révisé d'ici la sortie du film. Mais j'en doute. Et ça m'inquiète. Mais en soi, je reste quand même plus rassuré qu'autre chose, notamment pour la trajectoire de l'histoire. Donc voilà, Wicked for Good, wait and see. Est-ce que ça sera un film aussi malade mais appréciable que le premier opus, ou est-ce que ça sera en tout point plus abouti ? Réponse en novembre, les Illustros. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je suis vachement en forme, je suis vachement heureux, mais écoutez, c'est bien.
Soyez en forme, soyez heureux et regardez des films. Sur ce, je tiens plusieurs réseaux disponibles en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. On se retrouve très prochainement, notamment pour la suite du giallo au slasher en passant par le gore en compagnie de King Tao pour enfants du cinéma. Il y a tellement de films dont je vais vous parler prochainement, à savoir Better Man, né un 4 juillet. Bref, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma parce que le cinéma c'est la meilleure chose qui existe. Voilà, c'est acté. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut.